Nous avons décrit dans les chapitres précédents une grande partie des organites majeurs de la cellule, notamment le réticulum et l'appareil de Golgi, en mentionnant des vésicules comme moyen de transport du matériel protéique. Nous allons dans ce chapitre décrire ces vésicules et compléter la voie de sécrétion des protéines par une description de l'endosome, du lysosome et des peroxysomes. La cellule comporte de nombreuses vésicules visibles en microscopie électronique. Il s'agit de structures plus ou moins sphériques délimitées par une membrane phospholipidique. Ces membranes comportent de nombreuses protéines enchâssées et les vésicules elles-mêmes sont entourées de nombreuses protéines. La réalité est donc plus près de la figure représentée ici, avec une interface avec le cytosol majoritairement par l'intermédiaire des protéines. Il a été décrit de nombreux types de vésicules. Tout d'abord, des vésicules entourées de protéines. Les vésicules, appelées COP1, du nom de la protéine recouvrant la vésicule. Ces vésicules COP1 sont responsables de transport du cis-Golgi et des citernes du Golgi vers le réticulum endoplasmique granuleux. Les vésicules COP2, très similaires, sont responsables de mouvements du réticulum endoplasmique granuleux vers le cis-Golgi. Les vésicules à clatrine sont formées à partir de la membrane plasmique et des membranes du trans-Golgi. Ces vésicules sont impliquées dans la voie sélective de sécrétion. Il existe d'autres vésicules, dont les vésicules de sécrétion des voies constitutives et régulées, les endosomes, les lysosomes ou les peroxysomes. Nous décrirons certaines de ces vésicules dans la suite de ce cours. Voyons comment se forment ces vésicules. Tout commence par le bourgeonnement d'un fragment de membrane. Ce bourgeonnement ne peut apparaître spontanément, mais nécessite l'assemblage d'un ensemble de protéines. Elles vont ainsi imposer une courbure à la membrane et initier la formation de la vésicule. Ce schéma représente une vésicule à moitié formée. Les protéines de coating se sont fixées sur des protéines récepteurs membranaires, formant ainsi une cage rigide autour de la membrane qui s'incurve. En parallèle, la vésicule en formation se remplit d'éléments, notamment des protéines spécifiques, par l'intermédiaire d'interactions avec les protéines membranaires. Ce groupe de protéines est dénommé protéines cargo-solubles. Ce mécanisme est représenté sur cette diapositive pour une vésicule de type COP1. Ces vésicules sont impliquées dans le mouvement rétrograde de l'appareil de Golgi vers le réticulum, mais le mécanisme est le même pour les vésicules COP2 du réticulum endoplasmique granuleux vers l'appareil de Golgi. La formation de la vésicule commence par l'activation de la protéine récepteur membranaire ARF par le GTP, qui fixe alors des monomères de la protéine COP1. Ces monomères sont aussi appelés cotomères. L'assemblage de ces cotomères provoque le bourgeonnement de la membrane, puis l'individualisation de la vésicule après action de la dynamine. Les protéines entourant la vésicule sont alors dépolymérisées, démasquant de nombreuses protéines de la membrane vésiculaire importantes pour l'adressage de la vésicule dans la cellule. Les vésicules à clatrine se forment également sur un modèle très similaire. La clatrine est une protéine fibreuse. Ces molécules sont aussi appelées triskelions, qui veut dire trois jambes en grec. La polymérisation des monomères de clatrine est un mécanisme spontané qui aboutit à la formation de structures en cage, comme représenté sur la figure de droite. L'assemblage de protéines sur la protéine récepteur permet à la vésicule de prendre une forme sphérique. Ceci est illustré à droite pour une vésicule à clatrine. Un processus énergétique est alors nécessaire afin de séparer cette vésicule du compartiment qui lui a donné naissance. Cette séparation nécessite l'intervention de la dynamine, une très grosse protéine cytosolique de 900 acides aminés. Cette protéine se fixe sur la portion de membrane reliant la vésicule au compartiment. Cette fixation est visible sur la photographie en microscopie électronique à gauche. L'hydrolyse de GTP va permettre une désorganisation locale de cette membrane
avec la séparation des deux éléments. La membrane de la vésicule se referme alors sur elle-même, permettant ainsi à cette vésicule d'adopter une forme sphérique. D'autres types de vésicules très importantes sont impliquées dans la sécrétion de protéines à l'extérieur de la cellule. Les protéines recouvrant ces vésicules sont très mal connues. Deux types de voies sont décrites. La voie de sécrétion constitutive permet une sécrétion en continu de protéines. L'élément limitant de cette sécrétion est la capacité de synthèse protéique par la cellule. La deuxième voie est réalisée par les vésicules de sécrétion régulée. Dans cette voie, les vésicules s'accumulent sous la membrane plasmique. Leur fusion avec cette membrane est induite par un signal spécifique. L'élément limitant dans ce cas est la quantité de vésicules prêtes à fusionner. La photographie de droite montre ces vésicules de sécrétion après un marquage fluorescent. Elles sont présentes en très grande quantité et se répartissent dans toute la cellule. La membrane de ces vésicules de sécrétion fusionne avec la membrane plasmique et libère ainsi leur contenu protéique à l'extérieur de la cellule. Ces vésicules sont également riches en protéines membranaires formées dans le réticulum endoplasmique. Ces protéines membranaires vont ainsi se retrouver à la surface de la cellule. Vous noterez que les domaines intravésiculaires de ces protéines vont se retrouver à l'extérieur de la cellule. Les domaines cytosoliques de ces protéines membranaires restent cytosoliques après la fusion. Il y a donc une polarité des protéines membranaires qui reste la même depuis la synthèse dans le réticulum endoplasmique granuleux, puis dans l'appareil de Golgi, et enfin dans les vésicules de sécrétion. Outre cette polarité du contenu vésiculaire, il existe aussi une polarisation des fusions vésiculaires qui aboutit à des contenus protéiques de la membrane plasmique hétérogènes à la surface de la cellule. Vous avez sur cette diapositive une représentation schématique d'une cellule épithéliale du tube digestif avec le pôle apical en contact avec la lumière du tube digestif vers le haut. L'appareil de Golgi dans ces cellules joue le rôle d'un véritable centre de tri avec la formation de vésicules aux contenus différents en fonction de leur destination apicale ou basolatérale. Cette polarisation des sécrétions est importante pour le fonctionnement de cette cellule, avec des protéines impliquées dans l'absorption de métabolites du côté apical et d'autres impliquées dans l'excrétion de ces métabolites à la base et sur les faces latérales de la cellule. La figure de droite indique également un rôle important de l'endosome dans cette polarisation et l'adressage des vésicules. L'endosome est une structure vésiculaire que nous allons décrire plus tard dans ce cours. Certaines vésicules ne sont pas issues d'un organite comme l'appareil de Golgi, bien qu'impliquées dans la sécrétion de molécules par fusion membranaire. Vous avez ici notamment le cas des vésicules présentes dans les terminaisons synaptiques des cellules nerveuses. Ces vésicules, de type clatrine, sont formées à partir de la membrane plasmique selon le même processus vu précédemment et impliquant la dynamine. Les vésicules sont alors chargées en neuromédiateurs par l'intermédiaire de transporteurs membranaires enchâssés dans la membrane. Après stimulation de la cellule nerveuse, ces vésicules fusionnent avec la membrane plasmique et relâchent leur contenu à l'extérieur de la cellule. Les transporteurs membranaires se retrouvent sur la surface cellulaire et seront recyclés au cours de la formation des vésicules. Il y a donc un recyclage de la membrane plasmique, mais aussi des protéines et des transporteurs membranaires de ces vésicules au cours du cycle. Ces vésicules, quelle que soit leur origine et le type de protéines cotomères impliquées dans leur formation, ne sont pas libres à l'intérieur de la cellule, mais vont se déplacer dans la cellule grâce à de petits moteurs moléculaires marchant sur des fibres. Vous aurez la possibilité de visualiser ces différents mécanismes dans un film présenté dans le dernier chapitre de ce cycle d'enseignement. Nous venons de décrire la formation des vésicules de sécrétion. Nous allons maintenant nous intéresser au mécanisme inverse, c'est-à-dire la formation de vésicules à partir de la membrane plasmique. Ce sont les vésicules d'endocytose. Il s'agit d'un phénomène actif de captation par la cellule de matériel extracellulaire qui peut être très variable.
Je citerai notamment des éléments de grande taille comme des bactéries, des poussières, mais aussi des macromolécules comme les lipoprotéines, et enfin des liquides et des solutés. Il s'agit de mécanismes rencontrés dans tous les types cellulaires, sauf dans les érythrocytes. Ces mécanismes permettent aux cellules de se nourrir, de se défendre et de maintenir leur homéostasie. Je définirai ainsi 3 mécanismes d'endocytose. La phagocytose, du grec phagein, qui veut dire manger. La phagocytose va permettre la captation par la cellule de particules de grande taille qui pourront être des bactéries. Le deuxième mécanisme est la pinocytose classique, du grec pinein, qui veut dire boire. Ce mécanisme permet de capter des particules de petite taille, des solutés. Il va former de petites vésicules lisses. Enfin, le troisième mécanisme est appelé pinocytose, à manteau de clatrine, et implique des récepteurs. Cette pinocytose forme des vésicules à partir de puits recouverts de protéines clatrines. Vous retrouvez sur cette photographie en microscopie électronique 2 mécanismes d'endocytose par pinocytose. La macropinocytose désigne la formation de grandes vésicules endocytaires primaires de taille et de forme irrégulière produites par évagination de la membrane péricellulaire qui permet l'accumulation accélérée de solutés extracellulaires. La macropinocytose forme des vésicules de grande taille de 50 à 1000 nanomètres. Le deuxième mécanisme est la pinocytose à manteau de clatrine qui forme des vésicules entourées de clatrine. La formation de ces vésicules, d'une taille de 100 à 150 nanomètres, est similaire au mécanisme décrit pour les vésicules COP1 et COP2. Cette diapositive illustre d'autres mécanismes d'endocytose. La pinocytose classique qui forme des vésicules non recouvertes de petite taille d'environ 100 nanomètres. Ces vésicules ne présentent pas de protéines de type clatrine à leur surface. Il existe d'autres vésicules un peu plus petites, de 50 à 80 nanomètres, formées à partir de la membrane plasmique. Ce sont les cavéoles qui sont constituées de la protéine cavéoline. Enfin, le mécanisme illustré en bas est la phagocytose qui permet à la cellule de capter des particules de très grosse taille, notamment des bactéries, avec la formation de vésicules d'endocytose appelées phagosomes, d'une taille pouvant aller jusqu'à 10 micromètres. Nous avons ainsi vu 2 grands mécanismes impliquant des vésicules, l'exocytose et l'endocytose. L'exocytose permet à la cellule la sécrétion de protéines, notamment des hormones, ainsi que différents médiateurs chimiques, par exemple des neuromédiateurs dans les cellules du système nerveux. Citons quelques exemples de molécules sécrétées au cours de l'exocytose, comme la noradrénaline, l'adrénaline ou l'insuline. Ce mécanisme d'exocytose est aussi important pour la sécrétion de produits intracellulaires inutiles ou toxiques. D'un autre côté, l'endocytose est indispensable à la nutrition des organismes, soit directement à partir du milieu extérieur, comme chez les protozoaires, ou à partir du système digestif à travers l'épithélium intestinal, comme chez les mammifères. L'endocytose joue aussi un rôle dans la défense de l'organisme, dans les leucocytes, les phagocytes ou les macrophages. Enfin, ces 2 mécanismes ont un rôle très important dans le renouvellement de la membrane plasmique et de ses constituants, les phospholipides, les récepteurs, les transporteurs, les enzymes, etc. Nous allons maintenant décrire brièvement 2 vésicules de la cellule qui forment des compartiments de la cellule impliqués dans la modification ou la destruction de macromolécules, voire même de micro-organismes. Tout d'abord, le lysosome est une vésicule de 0,2 à 0,4 micromètres de diamètre qui est très riche en enzymes comme des protéases, des ribonucléases, des désoxyribonucléases, des phosphatases, des sulfatases, des glycosidases, des lipases, des phospholipases. Cette vésicule se caractérise en outre par un pH très acide propice à l'action de ces différentes enzymes. Nous verrons dans le reste de ce cours le rôle et la fonction de ces lysosomes.
Les peroxysomes, quant à eux, sont des vésicules d'une taille de 0,2 à 1 micromètre qui ont été observés par Novikov et isolés par De Diouf dans les années 50. Ils sont présents dans toutes les cellules eucaryotes, sauf dans les réticulocytes et les hématies, avec une grande taille dans les cellules du foie. Ils contiennent 3 enzymes oxydantes, une D-aminoacide oxydase, une urate oxydase et une catalase. Ils sont chargés de la détoxification de la cellule par dégradation du peroxyde d'hydrogène très toxique produit par les mitochondries, par dégradation des acides gras à très longue chaîne et par la synthèse d'acides gras polyinsaturés. Nous avons maintenant décrit de nombreuses structures intracellulaires telles que l'appareil de Golgi, les vésicules de sécrétion et d'endocytose, le lysosome, ce qui va nous permettre d'aborder des vésicules très particulières de la cellule, les endosomes. Les endosomes sont des sous-compartiments de la cellule sur lesquels les vésicules d'endocytose s'accrochent et fusionnent pour relarguer leur contenu. Les endosomes sont des compartiments qui permettent le tri des molécules internalisées. Celles-ci pourront avoir plusieurs devenirs, soit repartir et être recyclées à la membrane plasmique, être dégradées par des systèmes de dégradation intracellulaire, ou être redirigées vers d'autres compartiments intracellulaires, tels que l'appareil de Golgi ou le réticulum endoplasmique, pour agir ailleurs dans la cellule. Ces mécanismes sont illustrés sur ce schéma. Les protéines sont internalisées en haut à droite par pinocytose dans des puits recouverts de clatrine. Ces vésicules d'endocytose vont alors perdre leur clatrine et leur contenu va commencer à être modifié. Ces vésicules prennent le nom d'endosomes précoces. Ces endosomes précoces peuvent fusionner avec des vésicules issues de l'appareil de Golgi pour former des endosomes tardifs. La maturation du contenu de ces endosomes et sa fusion avec des vésicules lysosomiales va provoquer la dégradation de leur contenu. Ce contenu va s'acidifier par la présence de pompes à protons ATP dépendantes. Ces pompes sont des ATPases qui hydrolysent l'ATP comme source d'énergie pour accumuler des protons dans la vésicule. Nous allons voir maintenant le mécanisme de phagocytose. Au cours de cette phagocytose, un mécanisme similaire est décrit. Une bactérie ou une particule de grande taille est endocytée par une vésicule de grande taille. Cette vésicule, appelée phagosome, fusionne alors avec un lysosome. Ceux-ci déversent une grande quantité d'enzymes de dégradation dans le phagosome et apportent les ATPases membranaires responsables de l'acidification du contenu. Le résultat de cette fusion est appelé phagolysosome. Nous retrouvons ce mécanisme sur ce schéma. À l'étape D, le phagolysosome commence son travail de digestion de la bactérie. Les enzymes attaquent les protéoglycanes, les protéines, les membranes, les acides nucléiques de la bactérie, ce qui va détruire son architecture et relâcher une quantité importante de débris moléculaires, représentés ici par les étapes E et F. Enfin, la cellule va expulser ce contenu de débris à l'extérieur de la cellule par exocytose. La vésicule fusionne avec la membrane plasmique, ce qui a pour conséquence de déverser le contenu dans l'espace extracellulaire. Ce mécanisme d'évolution de l'endosome n'aboutit pas toujours sur une dégradation du contenu de la vésicule d'endocytose. Par exemple, le passage d'immunoglobuline G maternelle à travers l'épithélium intestinal du nouveau-né est un mécanisme utilisant l'endosome sans dégradation de ses IgG. Ce mécanisme est appelé transcytose et est indispensable au transfert d'éléments immunologiques au nouveau-né par la mère, ce qui assure sa défense vis-à-vis d'agents pathogènes dans les premiers mois de la vie. Comme indiqué sur ce schéma, les IgG sont reconnus par un récepteur qui provoque leur internalisation par endocytose du côté apical de la cellule. L'endosome formé alors ne mature pas vers un lysosome, mais va former des vésicules d'exocytose sur la face basale de la cellule. Le récepteur peut alors être recyclé par une nouvelle endocytose et exocytose en sens inverse.
Nous terminerons ce chapitre par un mécanisme de formation de vésicules intracellulaires responsable d'une autophagie. Ce mécanisme d'autophagie est schématisé à droite sur cette diapositive. La vésicule d'autophagie est créée à partir d'une émission membranaire issue du réticulum. Cette émission membranaire va entourer un ensemble d'éléments cytoplasmiques jusqu'à fermeture et formation d'une vésicule complète englobant ces éléments. Il y a alors fusion avec des lysosomes qui vont apporter les éléments enzymatiques de dégradation. L'ensemble évoluera vers des structures vésiculaires appelées corps résiduels. Cet ensemble vésiculaire peut être observé sur la photographie en microscopie électronique à gauche. Ce mécanisme est notamment observé dans les hépatocytes au cours du jeûne prolongé. Ainsi s'achève ce chapitre au cours duquel nous avons pu découvrir la structure de différents types de vésicules intracellulaires et le fonctionnement de l'endosome et du lysosome.